Bienvenue à chacun d'entre vous pour le lancement de ce tout nouveau rendez-vous, le Club Tête d'Or. Il s'agit, je ne vous le cache pas pour moi, d'une ambition que je nourris depuis plusieurs mois, d'assurer au sein de la Chambre, et une fois par trimestre, une ouverture de la profession et un échange de réflexions et de propositions autour de sujets d'actualité et de société. L'esprit du Club Tête d'Or consiste à renforcer et à développer les relations entre les notaires et les responsables politiques, économiques, culturels, mais également associatifs, universitaires, administratifs et judiciaires au sein de la Cour d'appel de Lyon. Vous l'aurez donc compris, l'ambition de ce club est d'apporter une contribution au débat sur des sujets de portée générale et de bénéficier de l'éclairage d'intervenants de qualité, extérieurs, qui viennent livrer ici leur expérience. Alors pour cette première du Club Tête d'Or, je suis très honoré et j'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Étienne Blanc, sénateur du Rhône, que je remercie chaleureusement d'avoir répondu à cette toute première invitation. Vous me permettrez peut-être, Monsieur le sénateur, de vous présenter auprès de notre auditoire, en rappelant que vous êtes né à Givors, dans une commune, Givorville, et non pas Givors-Canal. Dans une commune que je connais bien, pour avoir fait mon stage pendant près de 5 ans dans une étude que vous connaissez, auprès d'un notaire que vous connaissez bien également, et qu'après des études à l'université Lyon 3, vous avez décidé d'embrasser la carrière d'avocat. Mais rapidement, je crois que vous avez été piqué par la chose publique et vous êtes engagé dans l'action publique. Tour à tour maire de Divonne, dans l'Ain, de 1991 à 2019, puis député de la 3e circonscription de l'Ain, de 2002 à 2016, premier vice-président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de 2016 à 2020, candidat à la mairie de Lyon en 2020 et en 2020 sénateur du Rhône, fraîchement consacré sénateur de l'année 2024, je vous en félicite, à la faveur notamment du rapport parlementaire sur le narcotrafic que vous avez établi à 4 mains avec votre collègue de Saône-et-Loire, Jérôme Durin. Vous me permettrez de vous dire, monsieur le sénateur, le plaisir qui est le mien de vous recevoir dans cette maison, mais également l'honneur que vous faites à l'ensemble des notaires d'assister à cette toute première édition du Club Tête d'Or, en devenant quelque part notre parrain. Et je dois dire que je trouve un peu singulier qu'en cette qualité de parrain, vous venez aujourd'hui nous parler de narcotrafic, mais n'y voyez pas de malice de ma part. Je vous laisse à présent la parole pour nous présenter les travaux qui ont été les vôtres, travaux parlementaires, sur le narcotrafic. Et merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir convié aujourd'hui. Je pensais que ma rupture avec le notariat français était absolument irrémédiable. Et en effet, j'avais été le député qui avait présenté l'acte d'avocat. Alors, j'en avais pas fait état dans votre présentation, effectivement, mais je vous remercie de le rappeler. Je vous remercie de cette attention et je pensais que je ne serais plus jamais invité. Comme quoi. À l'époque, je défendais la thèse que ça n'allait pas porter une atteinte grave à l'exclusivité du notariat sur l'acte authentique. Je ne m'étais pas trompé parce que ça reste en fait assez marginal et je crois que ça n'a pas posé de problème. Mais plus sérieusement, je suis très heureux d'être ici et très heureux de venir présenter les travaux du Sénat à une époque où, dans notre démocratie, on constate avec grand regret que les principes fondamentaux de nos démocraties occidentales, le dialogue, l'échange, le respect au sein des assemblées, écouter et comprendre la position de l'adversaire, parfois qui est très éloigné de vous, pour faire évoluer votre propre pensée, puis ensuite faire évoluer la législation pour l'adapter au monde contemporain, ce dialogue, en tout cas à l'Assemblée nationale, n'existe quasiment plus. On est dans l'invective, on est dans la rupture, et on voit bien là qu'on a un système démocratique qui s'affaiblit. Au Sénat, ce n'est pas du tout cela. Au Sénat, on se parle, on échange, et je vais parler de cette commission d'enquête. Cette commission d'enquête, elle a eu le mérite d'être organisée autour d'un président, Jérôme Durin, qui est sénateur socialiste de Saône-et-Loire. Rien ne nous rapprochait. Il est un proche collaborateur de Montebourg, avec lequel j'avais quelques difficultés lorsque j'ai présenté des lois de simplification, notamment sur les marchés publics. Politiquement, on était aux antipodes. Et puis moi, j'étais le rapporteur, c'était le rédacteur du rapport, et on a réussi à dialoguer, on a réussi à échanger. Je crois qu'on a fait un travail remarquable. Et nous avons fait ce travail au titre de l'article 51-2 de la Constitution. Sous la Ve République, vous le savez, l'exécutif a un pouvoir prépondérant. Il maîtrise l'ordre du jour des assemblées.
95% merci. 95% des textes sont d'origine gouvernementale. Les propositions de loi sont pas anecdotiques, mais elles sont plutôt marginales. Mais quand on lit la Constitution, les parlementaires ont quand même des moyens. D'abord les moyens de contrôle du gouvernement, les questions, mais aussi ces commissions d'enquête. Et je le dis parce que je trouve que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ce pouvoir-là est peu utilisé ou insuffisamment utilisé, ou le choix des thématiques n'est pas très judicieux. Il y a des commissions d'enquête, mais sur des sujets qui parfois sont considérés comme anecdotiques. Là, on a pris un sujet qui est un sujet gigantesque et que les Français considèrent aujourd'hui comme un sujet d'actualité, comme une question prépondérante, en tout cas dans l'état de l'opinion, on le ressent très, très clairement. Et ces commissions d'enquête, elles disposent de moyens absolument remarquables. Je cite l'exemple, je fais beaucoup de conférences de cette nature pour présenter nos travaux, et de la possibilité que nous avons de convoquer un ministre, ou en tout cas d'exiger du ministre qu'il vous donne les éléments qui vous permettent de travailler dans de bonnes conditions. Et je cite l'exemple de Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur, à qui nous demandions, avec Jérôme Durain, de nous communiquer le plan STUP. Il y a eu un plan STUP qui avait été fait dans les années 2022 par le ministère de l'Intérieur pour organiser la lutte contre le narcotrafic en France. Et il ne nous le communiquait pas. Ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, des relances. Et un jour, on a fait savoir qu'on irait le chercher un matin avec les forces de gendarmerie et qu'on rentrerait place Beauvau pour obtenir ce document. On nous expliquait qu'il circulait entre Matignon, Beauvau, etc. Et comme par hasard, dans la nuit, on l'a reçu. C'est peut-être anecdotique, mais ça veut dire que quand on veut utiliser les moyens dont on dispose dans ces commissions d'enquête, on peut aller très très loin. Et c'est ce que nous avons fait sur le narcotrafic. Quand on est rentré dans le dossier, très clairement, c'était un monde que nous ne connaissions pas. On le connaît par la presse. Moi, je le connaissais un petit peu par mon activité professionnelle d'avocat, pour avoir siégé jeune avocat dans les tribunaux correctionnels au titre de l'aide juridictionnelle et avoir défendu ces petits trafiquants, parfois sur la frontière franco-suisse, des trafics un peu plus importants qui venaient de l'étranger. Mais on a une vision vraiment très parcellaire. On comprend le narcotrafic quand on habite dans Lyon et qu'on a un point de deal en bas de chez soi, on regarde ce qui se passe, et les scooters, les gens qui viennent acheter leurs doses, etc. C'est quelque chose que l'on examine sous un aspect très étroit, très réduit. Et là, quand nous sommes rentrés dans le dossier, quand nous avons voulu vraiment aller au bout des choses, on a découvert un monde, en tout cas en ce qui me concerne, que nous ne soupçonnions pas. Un constat, qu'est-ce que c'est aujourd'hui et que représente le narcotrafic en France ? D'abord, le narcotrafic, il représente un chiffre d'affaires. Il est difficile à évaluer, ce chiffre d'affaires. Mais on a quelques moyens qui permettent de l'apprécier. En tout cas, tout le monde s'accorde, que ce soit au ministère à Bercy, que ce soit au ministère de l'Intérieur ou au ministère de la Justice, pour l'évaluer grosso modo à 6 milliards et demi d'euros par an, en chiffre d'affaires. Je rappelle que ce chiffre d'affaires, il s'effectue avec des petites coupures de 5, 10, 20, 50 euros, rarement 100. Je me demande d'imaginer ce que représente 6 milliards de petites coupures. Ce chiffre d'affaires, il est réalisé environ par 240 000 personnes. On estime qu'en France, 240 000 personnes vivent totalement ou partiellement du narcotrafic. Alors dans ces 240 000 personnes, il faut comprendre ceux qui sont en haut du spectre, les organisateurs du trafic, et puis descendre tout en bas du dispositif. Ce sont ceux qui surveillent, qui chauffent, comme on dit, dans les quartiers pour surveiller les points de deal. Ce sont ceux qui transportent la drogue, qui transportent l'argent, ceux qui blanchissent, qui gravitent autour du système, notamment pour blanchir dans les fonds de commerce et dans toutes ces activités de blanchiment dont on parlera sans doute tout à l'heure. 6 milliards et demi, 240 000 personnes. Comment ce système peut-il tenir ? Il est illégal, il est surveillé, il est poursuivi, mais comment est-ce qu'il peut tenir ? Bon, il tient avec une colonne vertébrale qu'est la violence. Et ça nous a frappés. L'extrême violence, une violence sans limite, une violence débridée.
Cette violence, on l'a découverte partout. On l'a découverte à Dijon, le procureur de la République nous a expliqué les centres d'affaires. On l'a découvert à Grenoble, le procureur de Grenoble que nous avons auditionné nous a donné des éléments extrêmement précis. Alors l'actualité nous rejoint. Maintenant, à Grenoble, c'est plus de la Kalachnikov, c'était une grenade, on ne peut pas raisonner sur un cas particulier. Enfin, une grenade dans un établissement qui reçoit du public, on n'a pas eu ça depuis longtemps. Donc ça veut dire que cette violence, aujourd'hui, s'amplifie. On nous l'a surtout dit à Marseille. Et quand on travaille sur un sujet aussi lourd, on a toujours des impressions, on a des sentiments. Moi, je n'ai pas pu, à Marseille, aller au bout d'une vidéo où on voit un gosse assis sur une chaise, brûlé vif au chalumeau. Où le procureur, un remarquable procureur de la République, le procureur Besson, vous explique ces violences, notamment ce qu'on appelle les jambisations. C'est-à-dire quand vous avez un réseau de narcotrafiquants, et vous avez un des maillons de la chaîne qui décide, pour une raison ou une autre, de quitter le réseau, il sait beaucoup de choses. Donc il fait peser sur les organisateurs un véritable risque. Alors on va l'enlever, on va l'interroger, et puis avant de le relâcher, on lui tire une balle dans la jambe, il boitera toute sa vie. Et il faut que la punition soit visible. Hein, il y a l'exécution, beaucoup d'exécutions, avec des corps qui disparaissent. Mais ce qui intéresse les narcotrafiquants, c'est d'affirmer leur pouvoir en disant, voilà, si jamais vous nous quittez pour une raison ou pour une autre, voilà ce qui se passe. Et le nombre de jambisations, d'ailleurs le terme de jambisation, moi je l'ai découvert, le nombre de jambisations augmente considérablement. Une violence absolument débridée, une violence qui est absolument sans limite. Et puis ce qui nous a frappé, et ce qui nous a surtout très intéressé, parce qu'il faut le détruire, c'est l'organisation de l'entreprise de narcotrafic. Il faut parler d'une entreprise. Le trafic de drogue, c'est une activité commerciale. Il y a en bas un consommateur, il faut l'approvisionner, et il y a tout en haut du spectre un organisateur qui va organiser cette entreprise pour pouvoir livrer les produits stupéfiants au plus près du consommateur. Ça veut dire d'ailleurs que les consommateurs étant désormais partout en France, y compris dans les petites villes, y compris dans les campagnes, surtout après Covid où un certain nombre d'urbains ont quitté les villes, ça veut dire que le narcotrafic il va se rapprocher au plus près du consommateur. C'est ce qui explique ces petits points de deal dans les villages du Beaujolais, où les maires nous disent, bah oui, même chez moi maintenant, 1 ou 2 fois par semaine, on vient approvisionner les consommateurs locaux. Donc cette entreprise, elle est remarquablement bien organisée. La tête pensante, elle n'est pas forcément en France. Elle est même parfois, hélas, en prison, en France. Et depuis une cellule, on peut continuer à faire fonctionner son business. Je rappelle que dans la cellule d'Amra, qui s'est évadé, après avoir assassiné 2 agents de la pénitentiaire, on a retrouvé 8 téléphones. Et quand on examine les communications sur ces téléphones, on s'aperçoit que depuis sa cellule, il continuait son business. On sait aujourd'hui que depuis une cellule, on peut ordonner un assassinat, décider du transfert de fonds, et bref, gérer son activité. Cette entreprise, elle est d'une complexité inouïe. L'époque où le narcotrafiquant achetait de la drogue en Colombie et venait la vendre en France, se faisait coincer avec de la drogue dans sa voiture, elle est complètement révolue. L'entreprise, elle fonctionne comme une entreprise libérale. On pratique le taylorisme, on pratique la division des tâches. Le transport de la drogue, par exemple, depuis la Colombie, est très surveillé. On a des accords avec les Américains, avec un certain nombre de pays européens, mais aujourd'hui, c'est de la sous-traitance. Je veux faire venir de la drogue de Colombie, je l'achète en Colombie, et ensuite, j'ai toute une série d'entreprises qui disent voilà, combien ça coûte, donne-moi les garanties que le produit s'achemine en France sans problème, et vous avez des prestations de services. Il y a quasiment, même, et on l'a découvert, en réussissant à lever le cryptage d'un certain nombre de réseaux téléphoniques, il y a des sortes d'appels d'offres. Cette entreprise, elle est d'une complexité extraordinaire parce qu'elle fait intervenir toute une série d'acteurs.
les petites mains, ceux qui surveillent, ceux qui transportent, ceux qui sont sur un point de deal. Au-dessus, ceux qui collectent l'argent, ce qu'on appelle les sarrafs. Ils collectent ces petites sommes sur les différents points de deal. Puis ensuite, après les avoir collectés, ils ont des masses d'argent en liquide importantes. Eh bien, ils rentrent dans un système de blanchiment. J'espère qu'on parlera tout à l'heure de ce sujet qui concerne les notaires. Comment on procède au blanchiment. Puis ensuite, ces produits viennent de quelque part. Donc j'ai parlé du transport, mais il y a aussi la transformation. Il y a la transformation de la cocaïne, mais il y a aussi maintenant, hélas, la transformation des drogues de synthèse qui commencent à arriver sur nos côtes, depuis les États-Unis, mais aussi beaucoup depuis les pays de l'Est. Et ça inquiète terriblement. Nous avons des drogues de synthèse qui, aujourd'hui, sont 50 fois plus puissantes que la cocaïne. Il y en a une, d'ailleurs, dont on parle beaucoup, on appelle ça le PTC. C'est le pète ton crâne. Une drogue qui, aujourd'hui, est en train de se répandre en Europe, qui inquiète terriblement nos services. Donc, voilà, des masses d'argent colossales, un nombre d'employés extrêmement important, une violence débridée et une complexité, une organisation de l'entreprise qui mérite une attention particulière. Alors, les conséquences de cela, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est 43 morts à Marseille dans des règlements de compte ou dans des conquêtes de points de distribution, parce que pour bien vendre, l'idéal c'est d'avoir un monopole, donc quand le concurrent vient, on cherche à l'éliminer. Ce sont ces guerres que l'on connaît sur les points de deal. Et on est donc face à cette situation qui donne le sentiment d'être dépassé et d'avoir aujourd'hui des services de police, des services de justice, des services des douanes, des services de coopération internationale qui sont dépassés et qui nous disent, bah, écoutez, pour certains, et quand c'est des magistrats qui vous le disent, c'est inquiétant, c'est M. Besson à Marseille, procureur de la République, qui vous dit, à Marseille, on est en train de perdre la guerre contre le narcotrafic. Et ce sont des policiers qui disent, écoutez, oui, nous on fait l'essentiel, mais on est complètement débordés, nous sommes dépassés. Des magistrats qui disent, on ne peut plus, nos audiences, on n'arrive plus à faire face. Et puis des maisons d'arrêt ou des centres de détention qui disent, nous on ne peut plus, on a 140, 150% de taux d'occupation. Voilà, une France qui voit arriver une vague. Nous, on a utilisé le terme de submersion, qui a été repris par François Bayrou récemment. On a utilisé le terme de tsunami blanc. On a dit à plusieurs reprises que nous étions au bord du gouffre. Voilà. Et quand on a refermé le dossier, la commission d'enquête, sur l'état de la France, c'est le sentiment que nous avions. Qui plus est, ce sentiment, il s'inscrit dans une situation internationale. Je disais hier, ce qui est en train de se passer en Équateur, ce sont les narcotrafiquants qui ont pris l'Équateur. Ils tiennent le pouvoir politique, ils tiennent le pouvoir judiciaire, ils tiennent le pouvoir économique. Et aujourd'hui, ce qui reste de solide en Équateur appelle à corps et à cri les États-Unis pour dire, voilà, il faut que vous veniez avec votre système, avec la DEA, avec y compris vos magistrats, parce que nous, on n'y arrive plus. On est devenu un narco-État. Est-ce que la France est un narco-État? Non. Mais il y a un certain nombre de signes qui laissent entendre qu'on pourrait le devenir. C'est notamment le signe de la corruption. Quand on apprend que dans une maison d'arrêt ou dans un tribunal, un greffier n'a pas fait une formalité et qu'une procédure est tombée, quand après on découvre qu'il a été corrompu par les narcotrafiquants, c'est inquiétant. Quand dans nos maisons d'arrêt, on apprend que les téléphones rentrent, que la drogue rentre, que les informations circulent, parce qu'il y a de la corruption des agents de la pénitentiaire, c'est terriblement inquiétant. Quand on apprend que sur nos ports, un douanier a fermé les yeux sur le déplacement d'un conteneur qui contient de la drogue, qui devait être radiographié dans les heures qui venaient, et puis qui, comme par hasard, a changé de place, puis comme par hasard est sorti du port, puis comme par hasard a disparu. Le douanier, on le sait aujourd'hui, parce qu'il y a eu plusieurs affaires de cette nature sur le port du Havre, mais pas que. En Belgique, c'est pareil sur le port d'Anvers. Rotterdam, Amsterdam, c'est la même chose. Il y a des douaniers corrompus. C'est inquiétant, parce qu'on est dans les centres névralgiques de l'État. Et puis ensuite, la corruption, jusqu'où ira-t-elle?
C'est la magistrature, c'est la police. Quand on apprend que des policiers ont consulté des fichiers auxquels ils n'avaient pas accès, et qu'ils ont été rémunérés pour ça, et qu'ils ont donné des informations aux mafieux, il y a de quoi s'inquiéter. Voilà l'état. Alors, quels sont nos points faibles? Il y a toute une série de points faibles. Il y a des points faibles matériels, mais aujourd'hui, tout le monde, enfin, dans toutes les activités, quelles qu'elles soient, que ce soit l'hôpital, que ce soit la gestion, il faut des moyens, il faut des moyens, il faut des moyens. Oui, il faut des moyens. Et pour lutter contre ce trafic, oui, il faut des moyens. Il faut des moyens complexes, des moyens lourds. Par exemple, longtemps, la drogue était acheminée en Europe, depuis l'Amérique du Sud, en passant par le Suriname. Les Hollandais décident de mettre un terme à la circulation de drogue depuis le Suriname. Donc ils ont utilisé des moyens très très lourds. Le Suriname a quasiment été bloqué. Ça a bien marché. Le trafic de drogue, il s'est reporté sur la Guyane. Et on a eu à ce moment-là à Cayenne, à l'aéroport de Cayenne, le phénomène des mules, dont on parle beaucoup. On ingère des quantités importantes, parfois, de cocaïne, et puis ensuite on les transporte jusqu'en France. Donc on a surveillé l'aéroport de Cayenne. Et ensuite, le trafic, il s'est reporté où? À travers les Caraïbes, sur la Guadeloupe et sur la Martinique. Regardez bien ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique. Le nombre de crimes de sang est en train de flamber. Les quantités de drogue saisies prennent des proportions absolument inouïes. Et vous avez des responsables politiques, des responsables de la justice et de la police qui disent « Attention, c'est en train de nous échapper ». Mais pour surveiller les Caraïbes, bien sûr qu'on a des dispositifs. On s'est rendu au Havre, on a regardé comment la marine française surveille le trafic maritime et réussit à comprendre comment un bateau a dévié de sa route, comment deux bateaux se sont rencontrés pour faire transborder les produits stupéfiants, comment à travers l'Atlantique ils ont changé de voie. On surveille, mais c'est des moyens absolument gigantesques, il faut des moyens satellitaires. Puis il faut intervenir dans un océan, qui est l'océan Atlantique, où il y a de l'espace. Puis ensuite, cette drogue, parfois, elle arrive par le golfe de Guinée, et elle va remonter vers l'Europe à travers le Sahel. Ça a échappé à personne qu'au Mali, au Burkina Faso, au Niger, on a été chassés. Donc on ne surveille plus le Sahel, ou en tout cas plus aussi facilement. Et les narcotrafiquants, ils le savent. On se pose même la question de savoir dans quelles conditions ces coups d'État dans ces pays d'Afrique subsaharienne ont été réalisés, avec des financements de narcotrafiquants. Il faut dire les choses comme elles sont. Et la question se pose. Est-ce qu'ils sont totalement indépendants du narcotrafic? Ces militaires qui ont pris le pouvoir au Burkina, au Mali, au Niger, il y a des questions qui se posent. Donc il faut des moyens absolument gigantesques. Il faut des moyens sur nos ports pour radiographier les conteneurs. Et ça coûte cher, c'est compliqué, il faut acheminer les containers, il faut des dispositifs de protection particuliers. Il faut, par exemple, quand on saisit de la drogue, la protéger. Pourquoi est-ce que je dis ça? À Anvers, on a saisi des quantités très importantes, les Belges. Ça a été stocké dans un entrepôt. L'entrepôt a été attaqué par les narcotrafiquants qui sont venus récupérer leur cargaison. Donc il faut des moyens importants. Il faut des moyens dans la justice, il faut des moyens dans la police, il faut des moyens techniques nouveaux. Les narcotrafiquants vont plus vite que nous. Par exemple, quand on puce les voitures, quand on surveille les voitures avec des systèmes qui aujourd'hui sont des systèmes très performants. Mais eux arrivent à repérer, parce qu'ils ont des systèmes plus performants que les nôtres, les conditions dans lesquelles ils sont surveillés. Et quand il s'agit, par exemple, de trier parmi des conversations téléphoniques que l'on a collectées en grand nombre, c'est le système Intrachat qui est tombé, un système de boîte cryptée hollandais, que les douaniers et la gendarmerie française ont réussi à faire tomber. On a eu des millions et des millions de conversations. Ce n'est pas un inspecteur de police qui va les éplucher les unes après les autres. Il faut de l'intelligence artificielle, il faut des moyens de tri qui sont extrêmement coûteux. Donc une faiblesse de moyens matériels, une faiblesse de moyens humains. Dans cette assemblée, il y a des magistrats qui seraient plus qualifiés que moi pour le dire, pour le mesurer, pour comprendre où est-ce qu'il faut mettre des moyens nouveaux. Mais l'embolie de notre système pénal appelle aujourd'hui à des moyens supplémentaires en greffiers, en magistrats, etc. Il faut des moyens supplémentaires sur les enquêteurs.
avec un sujet qui devrait intéresser les Français au premier chef, la complexité de la procédure pénale fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés à recruter des enquêteurs. Dans la police judiciaire, on vous dit, écoutez, on a de la peine à recruter. Parce que les procédures sont fragiles, du fait de la complexité, parce que les nullités sont là, et qu'il y a un découragement d'un certain nombre d'enquêteurs. On a une faiblesse du droit. C'est notamment le cas des nullités de procédure. Et, enfin, quand même, on le sait aujourd'hui, un certain nombre de professionnels du droit et d'avocats utilisent des moyens procéduraux déloyaux pour faire tomber des procédures. Vous pouvez les multiplier à l'envi, mais les magistrats nous l'ont dit, les policiers nous l'ont dit. Présenter une demande de mise en liberté dans un document de 25 pages, où la demande de mise en liberté est simplement sur une petite phrase au milieu d'un flot de considérations générales. Ça peut échapper à un magistrat. Et c'est arrivé. La multiplication des dépôts de demandes de mise en liberté, l'adresse d'une demande de mise en liberté à un mauvais service, volontairement. Vous adressez ça au service d'instruction d'un tribunal, sans préciser le magistrat à qui vous l'adressez. Le dossier circule, les délais tombent. Donc on a toute une série de moyens procéduraux qui sont détournés pour obtenir la destruction de procédures. C'est une faiblesse avérée aujourd'hui, avérée du droit français. Donc des difficultés matérielles, des difficultés techniques et des difficultés procédurales. Voilà le constat que nous avons fait, voilà le constat que nous avons fait sur la faiblesse des moyens qui nous sont donnés pour lutter contre ce fléau. Et à l'issue de tout cela, eh bien, nous avons décidé, avec mon collègue Durin, de préparer une proposition de loi. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale, votée au Sénat, pardon. Elle a été votée à l'unanimité, comme a été adopté à l'unanimité notre rapport de commission d'enquête. C'est assez rare. Surtout que sur ces questions-là, il y a parfois des clivages très importants. Nous avions un écologiste dans notre commission d'enquête, M. Benaroche, qui est sénateur de Marseille. Il a accepté de signer le rapport. Alors, on avait évité le sujet qui fâche avec les écologistes, qui est celui de la légalisation. Et si on avait parlé de la légalisation, il n'y aurait jamais eu de rapport à l'unanimité. Mais on n'est pas allé sur la légalisation du cannabis, notamment, parce que ça appelait à un travail considérable qui était un travail qui méritait d'associer des médecins, des psychologues, des psychiatres. Et là, on rentrait dans des considérations qui nous auraient éloignés du cœur de notre action, qui était le narcotrafic. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette proposition de loi ? Il y a une vingtaine d'articles, je ne vais pas les reprendre tous les uns après les autres, mais j'ai parlé tout à l'heure des moyens procéduraux. Oui, on va donner des moyens procéduraux nouveaux à notre justice. Je voudrais citer deux exemples. Le premier, c'est le recours au repenti. Et les narcotrafiquants, ils craignent le repenti. L'organisateur qui a un collaborateur en haut du spectre, qui un jour décide, pour une raison ou pour une autre, de tout dire, de tout révéler, c'est redoutable. Il connaît les numéros des comptes, il connaît les noms de celles et ceux qui trafiquent, il sait qui transporte, il sait comment c'est organisé. Donc le système des repentis, absolument redoutable. C'est comme ça qu'est tombée la mafia sicilienne. C'est comme ça que des coups terribles ont été portés par les Italiens à des systèmes mafieux. Je le disais tout à l'heure en aparté, si vous avez l'occasion, regardez, je crois que c'est sur Arte, le procès de Palerme, où on voit rentrer dans le tribunal de Palerme Monsieur Busquetta avec une perruque noire, avec des lunettes. A priori, il a subi des opérations chirurgicales pour être méconnu. On l'assied sur une chaise en face de 60 mafieux. Et du bout de l'index, il dit « Toi, tu te souviens, tel jour, telle heure, tu as assassiné un tel. Toi, tu as blanchi. Toi, tu as acheté telle entreprise. Toi, les marchés publics, tu les as truqués de telle manière, etc. » Il les prend les uns après les autres. Et vous avez le juge Falcone qui récolte là, à travers cette déclaration, le fruit d'un travail remarquable qui a réussi à faire tomber plus de 350 mafieux du haut du spectre. C'est considérable. Nous, il faut qu'on ait le même système. Pourquoi est-ce qu'on aura une pudeur de gazelle sur ce sujet-là ?
c'est le meilleur moyen de comprendre la complexité de l'entreprise dont je parlais tout à l'heure. Donc on va faire en sorte, une loi sur les repentis qui avait été votée en 2004, elle est peu utilisée, en tout cas insuffisamment. Pourquoi? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais elle est trop compliquée, il y a toute une série d'écueils, la protection est jugée insuffisante. Et puis surtout, on ne peut pas avoir de repentis lorsqu'ils ont commis des crimes de sang. Quand on connaît la violence du système, si vous écartez les crimes de sang, vous enlevez l'essentiel de l'intérêt du dossier. Donc on a levé dans notre loi la possibilité pour les repentis, pour la police, d'aller chercher les repentis qui ont commis des crimes de sang. Le deuxième sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est celui de ce qu'on appelle les infiltrés civils. On a des policiers qui infiltrent les réseaux de narcotrafiquants. Mais si on veut que ça marche et que ça se développe, il faut aller chercher des infiltrés civils. C'est-à-dire que vous avez repéré un réseau. Dans ce réseau, vous avez un trafiquant. Pour une raison ou pour une autre, il décide de se rapprocher de la police et de donner des informations. Aujourd'hui, c'est impossible. Parce que quand vous êtes policier, le civil qui est dans le réseau de narcotrafic, si vous le laissez agir, voire même si vous l'encouragez, vous pouvez être taxé d'avoir provoqué l'infraction. Et en droit, si vous provoquez l'infraction, quand vous êtes policier, vous faites chuter la procédure. C'est le droit européen qui nous l'impose. Pire encore, vous pouvez être poursuivi pour complicité. Parce que vous savez, même coaction, parce que vous savez que ça se produit, puis vous laissez faire. Vous êtes policier, votre métier c'est de l'arrêter, vous ne l'arrêtez pas. Donc là, ça ne peut pas fonctionner. Et il faut changer ce système, c'est ce que nous avons fait par un texte qui permettra aux policiers, alors bien sûr c'est contrôlé par des magistrats, par le juge de la liberté, c'est très encadré, il y a des conventions, mais qui permettra d'instrumentaliser un agent privé, enfin un trafiquant, et de lui permettre, je dis bien de lui permettre, sous contrôle, de continuer son activité criminelle en échange d'un certain nombre d'informations qu'il vous donnera, et lui, il bénéficiera d'une remise de peine, voire même d'une exemption totale. Pourquoi je dis ça à Lyon? Il y a quelque temps, on a jugé à Lyon un policier qui était l'ancien patron de l'Octrice. C'était le service qui existait avant l'OFAST, qui est l'actuel service de poursuite du narcotrafic, l'Office français de lutte contre les stupéfiants. Et François Thierry était le patron de l'Octrice et un des premiers flics de France, un grand policier, remarquable. Et François Thierry, alors qu'il était directeur de l'Octrice, reçoit une information d'un de ses indicateurs qui était en prison. Il y avait une très grosse livraison de drogue en Espagne. Donc il va décider de faire sortir l'indicateur de prison, mais pour le sortir de prison, il faut avoir un motif. Donc il va le mettre en examen pour une affaire qui en fait n'existe pas, ou qui était anecdotique. Et il va, dans différents actes de procédure, signer des documents, et on va s'apercevoir, le réseau est tombé, les narcotrafiquants ont été condamnés, mais il y a un avocat qui a repéré le stratagème et qui va déposer une plainte contre François Thierry pour faux en écriture publique. On a eu un des premiers flics de France jugé à la cour d'assises du Rhône pour faux en écriture publique, alors qu'il a fait son job, je crois, en ce qui me concerne. Heureusement, très bien défendu par mon collègue actuellement sénateur Francis Piner, il a été acquitté dans un arrêt d'ailleurs qui mérite d'être examiné. On reconnaît que les faits ont été commis, mais on ne condamne pas parce qu'on pense que c'est pour la bonne cause, grosso modo. Je résume, c'est pas tout à fait écrit comme ça en droit, mais moi je suis entièrement d'accord avec cet arrêt, je trouve qu'il est absolument remarquable. En tout cas, il révélait une faiblesse de notre code de procédure, et là on y a apporté remède. Deuxième axe de nos travaux législatifs, ça a été la lutte contre le blanchiment. Alors vous connaissez le sujet, c'est évidemment le renforcement des moyens et les obligations faites de déclarer à Tracfin. Par exemple, on a un problème aujourd'hui en France avec les locations de voitures. On sait que dans le narcotrafic, on loue de très très belles voitures. Et que parfois, ce sont des gamins de 19, 20 ans qui louent des voitures à des prix de 1 500 € par jour. Et ils les louent parfois un mois. Donc comment ça se fait, ça? Donc on a décidé d'imposer des déclarations à Tracfin. On a élargi l'obligation de déclarer à Tracfin un certain nombre d'éléments de suspicion pour tout ce qui tourne autour de l'activité immobilière, notamment les agents immobiliers. Mais surtout, ce que nous avons fait,
c'est la mise en place d'un dispositif judiciaire que nous avons appelé la déclaration pour ressources inexpliquées. Un réseau de narcotrafiquants a été repéré. Une enquête est lancée. Dans ce réseau de narcotrafic, il y a des acteurs et des auteurs d'infractions bien identifiés. On va imposer des enquêtes patrimoniales sur cela. Mais ils sont très habiles. Hein. Ils font en sorte qu'autour d'eux, le cousin, la cousine, des proches blanchissent. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'acquisitions se fassent à leur nom. À partir du moment où on est dans un réseau de criminalité organisée, on va donner la possibilité à la puissance publique de faire injonction à ceux qui ont été proches de ces narcotrafiquants de dire comment ils ont acquis leur patrimoine. C'est-à-dire d'inverser la charge de la preuve. Ce n'est pas à nous de prouver que vous avez acquis avec de l'argent sale, c'est à vous de nous dire comment vous avez constitué un patrimoine immobilier, comment vous avez acheté des bijoux, des sacs Hermès, comment vous avez constitué un capital dans le système de crypto-monnaie, des comptes titres, etc. L'inversion de la charge de la preuve. Et ça, c'est un système redoutable que les Italiens utilisent et qui fonctionne parfaitement bien. Donc voilà ce que nous avons mis au cœur de notre loi. Puis enfin, nous avons travaillé sur la corruption. Pour moi, c'est le risque majeur. On parle souvent en France, on dit, tiens, le Mexique, c'est un narco-État. Le Guatemala, le Venezuela sont des narco-États. Je parlais tout à l'heure de la Colombie, je parlais de l'Équateur. C'est quoi un narco-État? C'est très pénible, la presse, quoi. On utilise des noms, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Mais c'est quoi un narco-État? Il faut se poser la question. Un narco-État, c'est un État dans lequel le crime a une influence sur la puissance publique. Et vous la prenez sous tous ses aspects. Hein. L'argent corrompt tout. Et l'argent peut corrompre des dockers, je disais tout à l'heure, des douaniers, des policiers, des magistrats. Quand l'Équateur appelle les États-Unis à la rescousse, l'Équateur dit, mais nous, notre système judiciaire est gangréné. Et quand nous étions en plein travaux, le garde des Sceaux a voulu recevoir des magistrats mexicains. On a des accords entre l'École nationale de magistrature et le Mexique. J'espère d'ailleurs que le Mexique s'inspire de notre école de la magistrature, enfin, sauf le syndicat de la magistrature, je ne souhaite pas qu'on l'exporte, celui-là. Mais les échanges sont des échanges très, très fournis, très, très intéressants. Et il y avait là une dizaine de magistrats mexicains, et quand ils ont été reconduits à l'aéroport de Paris, ils sont exprimés à l'occasion d'une conférence de presse. Ils ont dit, attention les Français, il y a un certain nombre de signes aujourd'hui qui laissent entendre, vous n'êtes pas un narco-État, mais si vous ne faites rien, vous verrez basculer des pans entiers de votre système public qui vont tomber sous la coupe des narcotrafiquants. Et c'est vrai que quand on regarde le fonctionnement de nos prisons, quand on regarde les cas, alors il ne faut jamais raisonner sur un cas de corruption, mais c'est un signe, la corruption elle est insidieuse. Le plus petit événement corruptif, la plus petite information, elle peut cacher derrière des systèmes très complexes. Et c'est pour ça qu'il faut y être très, très attentif. Il y a un risque, c'est évident, hein, c'est que nos libertés soient remises en cause par un système très intrusif, par des systèmes d'enquête. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut rentrer dans les comptes bancaires, dans la vie privée, et c'est ça la vraie question, j'en terminerai par là. Pour éviter ce risque, est-ce qu'il ne faut pas qu'à un moment ou un autre, une société se pose la question de savoir si la protection des libertés individuelles n'est pas excessive et n'empêche pas la puissance publique de lutter contre ce qui peut porter des atteintes absolument irrémédiables au fonctionnement de l'État. Nous en avons terminé par là dans notre rapport. Alors moi qui suis plutôt sur l'échiquier droite de la politique, je pense qu'il faut vraiment se poser cette question-là. On est allé peut-être trop loin dans la protection des droits individuels, sans voir le risque que faisait peser sur la société française le narcotrafic. Il est temps d'ouvrir les yeux.
Bien, monsieur le sénateur, merci à vous nous avoir donné du temps et d'avoir participé à cette matinée. Merci pour cet éclairage. Nous avons quelque peu dépassé le délai, mais je pense que c'est l'intérêt du sujet et les questions qui ont été importantes. Avant que vous ne partiez, je voudrais vous remettre en souvenir de votre passage chez nous. Vous savez qu'il est tradition chez les notaires de remettre ce qu'on appelle des jetons de présence que nous frappions directement ici de la Monnaie de Paris. Alors, nous aussi, j'ai entendu que vous aviez fait œuvre de repenti tout à l'heure. Donc, nous sommes heureux de pouvoir, et elles sont simplement marquées ici de la Chambre des notaires de la Cour d'appel de Lyon, avec la devise des notaires, ce que nous écrivons fait loi. Je crois que c'était pour vous en votre qualité de parlementaire. Je vous remercie. Si vous pouvez prendre une photo, ça m'arrangerait. Merci, Président. Voilà. Merci.